Margot n'aurait jamais imaginé que cette froide matinée d'automne changerait sa vie à jamais. En se dépêchant vers son travail de femme de ménage, elle préférait le chemin à travers le parc, appréciant le calme avant le chaos quotidien. Cependant, ce matin-là, quelque chose d'inhabituel attira son attention. Au bord de la route, presque caché par les feuilles tombées, gisait un corps. Intriguée et inquiète, Margot s'approcha prudemment, le cœur battant plus vite en réalisant qu'il s'agissait d'un homme, inconscient, avec des signes visibles de blessures à la tête. Sans hésiter, elle prit son téléphone et appela une ambulance, décrivant la situation d'une voix tremblante mais claire. En attendant, elle essaya de réveiller l'homme en le touchant doucement sur l'épaule, mais il ne répondait pas « Vous avez besoin d'aide. »« Vous m'entendez ?»« J'ai appelé une ambulance » murmura-t-elle, regardant autour d'elle à la recherche de tout signe d'aide ou de danger. Bientôt, les ambulanciers arrivèrent et Margot observa tandis qu'ils travaillaient avec efficacité, stabilisant l'homme avant de l'emmener à l'hôpital. Poussée par une force qu'elle ne comprenait pas elle-même, Margot décida de suivre l'ambulance jusqu'à l'hôpital. Elle devait savoir s'il allait s'en sortir. À l'hôpital, tandis qu'elle attendait des nouvelles dans la salle d'attente, le temps semblait s'étirer. Enfin, un médecin s'approcha, son regard fatigué transmettant plus que des mots ne pourraient le dire. « Et il est dans le coma », expliqua le médecin, « il a subi un grave traumatisme crânien. Nous ferons tout ce que nous pouvons, mais maintenant c'est une question d'attente. » « Puis-je le voir ?» demanda Margot, la voix étouffée par l'émotion. « Et bien sûr, mais il pourrait ne pas se réveiller de sitôt », avertit le médecin, la guidant jusqu'à l'unité de soins intensifs. Là, Margot s'approcha du lit où l'homme gisait, relié à des machines qui bipaient et surveillaient chaque souffle. En observant son visage paisible, elle ressentit une étrange connexion, comme si le destin avait d'une manière ou d'une autre entrelacé leur vie. Sans savoir pourquoi, elle se promit de ne pas le laisser affronter cela seule. « Je serai là », murmura-t-elle, tenant doucement sa main. « Tu vas t'en sortir. » Avec cette promesse silencieuse, Margot entama une veille qui durerait bien au-delà de ce jour-là, sans imaginer à quel point cet inconnu entrerait profondément dans sa vie. Dans les jours qui suivirent cette rencontre inattendue, Margot se retrouva plongée dans une routine nouvelle et inattendue. Elle organisait ses matinées avec une précision méticuleuse pour pouvoir rendre visite à l'hôpital avant de commencer son travail. L'homme inconnu, dont l'identité et l'histoire restaient un mystère, occupait maintenant une place silencieuse dans sa vie quotidienne. Chaque visite commençait de la même manière. Margot entrait silencieusement dans la chambre d'hôpital, saluait les infirmières d'un signe de tête et s'asseyait près du lit. Elle observait le visage tranquille de l'homme, toujours pas réveillé, et lui parlait à voix basse, lui racontant sa journée, les petites victoires et les banalités qui marquaient le temps. « Et tu ne croirais pas le trafic aujourd'hui, disait-elle, où le parc est magnifique avec toutes les fleurs de printemps. » C'était un monologue paisible, Margot espérant, peut-être de façon irrationnelle, tout signe de réponse, une poignée de main ou un murmure. Malgré le fait que ses amis et sa famille ne comprenaient pas complètement son nouvel engagement, Margot sentait que c'était quelque chose qu'elle devait faire. Il y avait une connexion inexplicable qui la ramenait à l'hôpital, jour après jour. Elle était devenue une présence constante aux côtés du lit de l'homme, au point que le personnel de l'hôpital commençait à la considérer comme faisant partie de la famille élargie du patient. Avec le temps, cette veille solitaire commença à avoir un effet apaisant sur elle. Margot trouvait la paix dans les moments de silence partagés, réfléchissant à sa propre vie tout en observant la lutte silencieuse pour la vie devant elle. Elle se demandait qui il était, qui il aimait, ce qui le faisait sourire. Ces questions sans réponse remplissaient les espaces entre les visites, donnant à Margot un but renouvelé. Et ainsi, alors que les saisons commençaient à changer à l'extérieur des fenêtres de l'hôpital, l'espoir de Margot que l'homme se réveille restait ferme. Elle était là non seulement pour être témoin, mais pour encourager, pour espérer. Parce qu'au fond, Margot croyait que sa présence pouvait faire la différence, que peut-être, d'une manière ou d'une autre, ses mots pourraient l'atteindre à travers l'obscurité du coma. Et dans son cœur, elle sentait que, lorsqu'il se réveillerait enfin, elle serait l'une des premières personnes qu'il verrait. C'était l'anniversaire de Margot, mais elle ne pensait guère aux célébrations. Au lieu de cela, elle prévoyait de passer la journée comme n'importe quelle autre, une longue journée de travail suivie d'une visite à l'hôpital. Cependant, un appel téléphonique inattendu ce matin-là bouleversa tous ses plans. « Madame Margot, ici l'hôpital. Le patient que vous avez été visité, il s'est réveillé du coma ce matin », informa une voix calme de l'autre côté de la ligne. Les mots n'avaient à peine le temps de résonner dans son esprit avant que Margot, submergée par un mélange de choc et de joie, ne prenne ses clés et ne se précipite vers l'hôpital. En arrivant, elle ne remarqua à peine les couloirs familiers qu'elle traversa rapidement jusqu'à la chambre du patient.
Là, elle trouva le jeune homme assis sur son lit, avec un regard vide et perdu, entouré de médecins et d'infirmiers. Il tourna lentement la tête vers elle quand Margot entra, mais ses yeux ne montraient aucun signe de reconnaissance. « Et bonjour » dit doucement Margot, s'approchant du lit. « Et je suis Margot. Je suis tellement heureuse de te voir réveillée. » L'homme la regarda, essayant visiblement de comprendre ses paroles et de relier les visages à des souvenirs qu'il ne pouvait atteindre. « Je ne sais pas qui je suis » murmura-t-il, sa voix enrouée par le manque d'usage. « C'est normal » expliqua gentiment l'un des médecins, s'approchant. « Vous avez subi un traumatisme crânien grave et vous étiez dans le coma depuis un certain temps. L'amnésie peut en être un effet secondaire. Donnons le temps au temps. » Margot prit la main de l'homme, essayant d'offrir du réconfort. « Ne t'inquiète pas » dit-elle, regardant ses yeux perdus. « Et je suis là avec toi. Nous allons découvrir cela ensemble. » Alors que les médecins continuaient à l'examiner, expliquant les prochaines étapes de sa récupération, Margot restait à ses côtés, un ancrage dans sa soudaine tempête d'incertitude. Même sans mémoire, le lien qu'elle avait tissé au fil de ses visites semblait lui transmettre une certaine mesure de paix. Ce jour-là, ce qui aurait dû être une tranquille célébration d'anniversaire se transforma en un jalon de renouveau et d'espoir. Pour Margot, le cadeau le plus précieux était de voir l'homme qu'elle avait pris soin de se réveiller pour une nouvelle chance dans la vie, même s'il devait encore découvrir qui il était. À ce moment-là, elle savait que leur voyage ensemble ne faisait que commencer. Dans les jours suivant le réveil du jeune homme, Margot devint une présence encore plus constante à ses côtés dans son lit d'hôpital. En voyant l'homme lutter pour comprendre sa propre existence, sans aucun point de repère auquel se raccrocher, Margot ressentit une profonde compassion mêlée à un sentiment de responsabilité. Elle réalisa que, en l'absence de toute identité connue, il lui incombait de lui fournir quelque chose sur quoi s'appuyer. « Et tu as besoin d'un nom » elle suggéra un après-midi, tenant sa main pendant qu'il regardait confus par la fenêtre. « Jusqu'à ce que nous découvrions qui tu es vraiment. Cela pourrait t'aider. » Il se tourna vers elle, ses yeux emplis d'une curiosité prudente. « Et un nom ?»« Eh oui » Margot sourit doucement. « O que penses tu de Didier ? J'ai toujours aimé ce prénom. Il sonne fort, fiable. » Et Didier et il répéta, testant le son. Un léger hochement de tête vint comme un signe d'approbation. Et Didier, alors ? Avec ce nouveau nom, Margot assista à une transformation lente mais visible chez Didier. Il commença à répondre au nom, tournant la tête à chaque appel, et chaque jour qui passait, il semblait gagner en confiance dans son interaction avec les autres et le monde autour de lui. Margot lui expliquait patiemment les objets et les personnes qu'il rencontrait, le guidant à travers les complexités d'une vie dont il ne se souvenait pas avoir vécu. En plus des visites quotidiennes, Margot apportait des livres et de la musique, essayant d'éveiller des souvenirs endormis chez Didier. Ils passaient des heures ensemble, elle lisant à haute voix ou écoutant de la musique classique et populaire, observant ses réactions à la recherche de tout signe de reconnaissance ou de familiarité. « Et tu aimes cette chanson ?» elle demanderait alors qu'une mélodie douce résonnait dans le petit poste à côté du lit. « C'est agréable » répondrait Didier, souvent avec un regard lointain, comme s'il essayait d'atteindre quelque chose au-delà de sa compréhension actuelle. Dans leur conversation, Margot parlait des événements quotidiens et des nouvelles simples, encourageant toujours Didier à exprimer ses pensées et ses sentiments, l'aidant à reconstruire sa capacité à former ses propres opinions et désirs. À chaque petit pas franchi par Didier, Margot ressentait un mélange de fierté et une détermination renouvelée à l'aider à redécouvrir qui il pourrait être. Cette amitié grandissante entre Margot et Didier devint le fondement de sa récupération. Margot, animée par un sentiment de protection, devint plus qu'une amie. Elle était son guide, sa confidente, et, surtout, son lien avec un monde qui semblait encore étrange et intimidant pour lui. Ensemble, ils affrontaient chaque nouveau jour avec espoir et la détermination de découvrir non seulement la véritable identité de Didier, mais aussi le chemin vers une nouvelle vie qu'ils pourraient construire, indépendamment du passé qu'ils pourraient éventuellement se rappeler. Le jour de la sortie de Didier de l'hôpital arriva plus vite que lui ou Margot ne pouvait le prévoir. Bien que ce fût une victoire incontestable, cela apporta avec lui un nouveau lot de défis. Assis ensemble dans la petite salle d'attente de l'hôpital, pendant que l'infirmière apportait les derniers papiers à signer à Didier, la réalité de sa situation commença à peser. « Où vas-tu aller maintenant ?» Margot demanda, son inquiétude évidente dans sa voix. Regardant ses mains, Didier semblait perdu. « Je ne sais vraiment pas, admit-il. Je n'ai nulle part où aller. » Margot observa l'homme devant elle, qui semblait encore fragile et incertain sur tant de choses. Elle ressentait une profonde connexion avec lui, forgée au fil des longues heures passées à ses côtés dans son lit d'hôpital.
Cette connexion, associée à un sens inébranlable de responsabilité pour sa sécurité et son bien-être, l'incita à faire une proposition qui, elle le savait, pourrait changer le cours de leur vie. « Tu pourrais venir vivre avec moi », dit-elle, les mots sortant presque avant qu'elle n'y réfléchisse. Et au moins jusqu'à ce que nous trouvions une meilleure solution. Didier leva les yeux, surpris par la suggestion. « Tu ferais ça ? Pour moi ? » « Eh bien sûr, répondit Margot avec un sourire encourageant. Nous ne te laisserons pas affronter cela seul. Ainsi, avec son modeste bagage à la main, contenant les quelques vêtements et effets que l'hôpital lui avait donnés, Didier suivit Margot jusqu'à son appartement. C'était un petit espace confortable, décoré avec simplicité mais avec une atmosphère accueillante que Didier ressentit immédiatement en entrant. « C'est ton nouveau chez toi, pour le moment », annonça Margot, l'aidant à s'installer. Elle lui montra où étaient rangées les choses, le petit espace qu'il pouvait appeler sien, et surtout, elle tint à souligner qu'il était le bienvenu. Dans les jours qui suivirent, Didier commença à s'adapter à la vie en dehors de l'hôpital. Margot était toujours là, l'aidant à s'habituer à la routine quotidienne et l'encourageant à prendre de petites décisions, depuis choisir quoi manger au petit déjeuner jusqu'à choisir un livre à lire. Chaque petit choix était un pas vers la récupération de son indépendance. Vivre avec Margot offrait à Didier une structure et un soutien dont il avait désespérément besoin. Ils partageaient des repas, regardaient des films ensemble le vendredi soir et parfois, faisaient des promenades dans le parc voisin. Margot observait comment Didier, chaque jour qui passait, semblait plus confiant et plus sûr de lui. Pour Margot, accueillir Didier chez elle était plus qu'un geste de charité, c'était une reconnaissance de leur lien et une promesse tacite de soutien mutuel. La nouvelle configuration non seulement offrait à Didier un endroit qu'il pouvait appeler chez lui, mais renforçait également l'amitié entre eux, les rendant plus comme une famille choisie que de simples colocataires. Ensemble, ils commencèrent à naviguer dans le processus complexe de reconstruction de la vie de Didier, trouvant chacun du réconfort et un but dans la présence réconfortante de l'autre. Alors que Didier s'adaptait à sa nouvelle vie aux côtés de Margot, une question persistante commença à émerger dans son esprit. Que ferait-il de sa vie maintenant ? Bien qu'il fût reconnaissant pour la sécurité et le confort que le foyer de Margot lui offrait, il ressentait de plus en plus le besoin de trouver sa propre voie, quelque chose qui lui donnerait un sentiment de but et d'indépendance. Un jour, alors qu'ils partageaient le petit déjeuner, Didier exprima ses préoccupations. « Et j'ai besoin de faire quelque chose, Margot. Je veux contribuer, d'une manière ou d'une autre. » Margot, toujours attentive, avait également réfléchi à cela. Elle connaissait bien la valeur du travail, non seulement comme moyen de subsistance, mais aussi comme moyen de renforcer l'estime de soi et l'identité. « Et il est peut-être temps que tu envisages un emploi, suggéra-t-elle, attrapant le journal local pour vérifier les annonces d'emploi. Cependant, la recherche se révéla difficile. Sans souvenir de compétences antérieures ou de qualifications, Didier se sentait désavantagé. C'est alors que Margot se souvint de Pascal, un ancien ami de la famille qui possédait une petite entreprise d'électricité. Pascal a souvent mentionné avoir besoin d'aide. Il pourrait apprendre, dit Margot, enthousiaste à l'idée. Avec l'intervention de Margot, un rendez-vous a été fixé, et Didier s'est retrouvé face à face avec Pascal. L'homme, robuste et franc-parler, évaluait Didier d'un regard perspicace. « Es-tu prêt à apprendre ? » L'électricité, ce n'est pas un jeu, avertit Pascal, mais son ton était plus de préoccupation que de reproche. « Je suis plus que prêt, répondit Didier, sa détermination claire dans sa voix. Pascal acquiesça, impressionné par l'engagement de Didier. Ainsi, Didier commença sa nouvelle aventure en tant qu'apprenti électricien. Les premiers jours furent difficiles. Il apprit sur les outils et les techniques, luttant pour mémoriser les noms et les fonctions de chaque élément. Pascal se révéla un mentor rigoureux mais juste, toujours patient pour expliquer les concepts et s'assurer que Didier pratiquait jusqu'à ce que l'exécution devienne presque automatique. Margot observait cette transformation avec un mélange de fierté et de soulagement. Chaque soir, lorsque Didier rentrait chez lui, il discutait de la journée de travail. Il partageait ses succès et ses frustrations, et Margot écoutait, offrant des conseils et des encouragements. « Je me sens utile », confessa Didier un soir, alors qu'ils préparaient le dîner ensemble. Comme si, d'une manière ou d'une autre, je commençais à construire quelque chose de nouveau pour moi-même. « Et tu le es », affirma Margot, lui souriant. « Tu construis une nouvelle vie, pièce par pièce, comme un circuit électrique. Chaque fil au bon endroit, chaque connexion sécurisée. » Didier lui sourit en retour, reconnaissant pour le soutien indéfectible de Margot.
Il savait qu'il y avait encore beaucoup à apprendre et des défis à surmonter, mais avec Margot à ses côtés et un nouveau chemin professionnel qui s'ouvrait devant lui, Didier sentait qu'il commençait enfin à trouver sa place dans le monde. La sensation de but qu'il recherchait commençait, peu à peu, à se concrétiser. Didier, désormais un apprenti plus confiant sous la tutelle de Pascal, se vit confier une tâche plus importante, une vaste rénovation électrique dans la demeure d'un couple fortuné. Dès qu'ils franchirent le grand portail en fer de la propriété, Didier ressentit une vague inexplicable de familiarité, une sensation déconcertante qui l'accompagna alors qu'il pénétrait dans l'imposant bâtiment. Pendant que Pascal discutait des détails techniques avec le gestionnaire de maison, Didier fut chargé de commencer l'évaluation des chambres à l'étage. Chaque pas dans les couloirs richement décorés intensifiait sa connexion étrange avec l'endroit, comme si chaque meuble et chaque tableau sur les murs chuchotaient des fragments de souvenirs qu'il ne pouvait pas saisir complètement. C'est dans un petit bureau rempli de livres que Didier trouva quelque chose qui fit battre son cœur. Sur le bureau, entre des piles de papier et d'antiquités, se trouvait une photographie dans un élégant cadre en argent. L'image montrait un homme qui, à son étonnement absolu, était lui-même. Cependant, les vêtements et la posture de l'homme suggéraient une vie que Didier ne reconnaissait pas, celle d'une personne d'une claire importance et richesse. Sur la plaque en dessous de la photo, un nom gravé, Georges Laurent. La vue de la photographie provoqua un tourbillon d'émotions chez Didier, et il prit un moment pour se ressaisir, essayant de traiter la découverte. Avec la photographie en main, il descendit les escaliers à la recherche de Pascal, qui discutait avec le gestionnaire dans le grand hall. Pascal appela Didier, sa voix empreinte d'urgence. Pascal se retourna, fronçant les sourcils en voyant l'expression troublée de son apprenti. « Qu'est-ce qui se passe, Didier ?» demanda Pascal, remarquant la photographie qu'il tenait. Cette photo, commença Didier, hésitant, c'est moi, mais ce n'est pas moi. Je veux dire, c'est moi, mais je ne me souviens de rien de tout ça. Il est écrit ici que c'est un certain Georges Laurent. Pascal prit la photographie, l'examinant attentivement. C'est bizarre, murmura-t-il. Le gestionnaire, qui avait entendu la conversation, s'approcha, curieux. Ah oui, Georges Laurent, dit le gestionnaire, une ombre de reconnaissance passant sur son visage. Il était l'ancien propriétaire de cette maison. Un homme assez respecté, mais il a disparu mystérieusement il y a quelques années. On dit qu'il est mort dans un accident de voiture, mais son corps n'a jamais été retrouvé. Didier ressentit une vague de vertige en entendant cette explication. Les mots du gestionnaire déclenchèrent un flash de mémoire, une vision rapide de lui-même, riant et discutant lors d'une fête dans cette même maison. La réalisation qu'il pouvait être Georges Laurent, un homme donné pour mort, était accablante et déconcertante. Aïe. Je dois comprendre ça, dit enfin Didier, sa détermination se renforçant dans sa voix alors qu'il tenait la photographie près de son cœur. Je dois savoir qui je suis. Pascal posa une main sur son épaule, offrant un soutien silencieux. Nous allons découvrir ça ensemble, Didier. Ou devrais-je dire, Georges ? Avec l'esprit tourbillonnant et le cœur lourd de possibilités, Didier savait que sa quête de vérité ne faisait que commencer. Cette photographie n'était pas juste une image, c'était un portail vers son passé, et il était déterminé à l'explorer jusqu'au bout. Après la découverte choquante dans la demeure, Didier et Pascal décidèrent de quitter les lieux plus tôt pour discuter des implications de ce que Didier avait trouvé. Ils se dirigèrent vers un petit café, un endroit neutre où ils pourraient parler sans interruption. Une fois installé, Didier, tenant toujours la photographie de Georges Laurent, regarda fixement Pascal, l'urgence et la confusion se lisant clairement sur son visage. « Pascal, qu'est-ce qui s'est vraiment passé avec Georges Laurent ?» demanda Didier, sa voix tremblant légèrement sous la tension du moment. Pascal soupira, réalisant la profondeur de la situation. Georges Laurent était un homme très connu dans la ville, un entrepreneur à succès et très respecté, commença-t-il, choisissant ses mots avec précaution. Ah, il a disparu sans laisser de traces il y a quelques années. La théorie la plus acceptée est qu'il est mort dans un accident de voiture, mais son corps n'a jamais été retrouvé. C'était un grand mystère à l'époque. Au fur et à mesure que Pascal parlait, des fragments de souvenirs commencèrent à surgir dans l'esprit de Didier. Des images de fêtes somptueuses, de réunions d'affaires et de moments intimes dans une maison qu'il reconnaissait maintenant comme étant la demeure sur la photographie. Chaque mot de Pascal semblait activer une série d'associations dans son esprit, faisant ressurgir des émotions et des sensations qu'il ne savait pas posséder. Mais pourquoi moi ? Pourquoi ai-je une photo de moi là-bas ? Et pourquoi je ne me souviens de rien de tout ça ? Interrogea Didier, la confusion se transformant en frustration. Je ne sais pas, Didier. Mais il semble que toi et Georges Laurent êtes la même personne.
Peut-être qu'il s'est passé quelque chose qui t'a fait perdre la mémoire, suggéra Pascal, essayant de maintenir un calme qu'il ne ressentait pas lui-même. Les mots de Pascal frappèrent Didier comme une tempête. Il passa les mains sur son visage, essayant de soulager la pression qu'il ressentait dans sa tête. Des souvenirs commencèrent à inonder sa conscience avec une intensité croissante, des rires, des applaudissements, un sentiment d'accomplissement, et puis, le bruit d'un impact, le cri des pneus, le monde qui tourne. Pascal, je pense que je commence à me souvenir, murmura Didier, sa voix basse, presque étouffée par le bruit du café. Et il y avait une fête. J'étais heureux. Et puis, quelque chose s'est passé. Quelque chose de mauvais. Pascal observa Didier avec un mélange d'inquiétude et d'espoir. C'est bon, Didier. C'est très bon. Tes souvenirs reviennent. Peut-être devrions-nous trouver un spécialiste, quelqu'un qui pourrait t'aider à retrouver complètement tes souvenirs. Didier acquiesça, la détermination se manifestant dans ses yeux. Et je dois savoir, Pascal. Je dois découvrir tout de ma vie, de qui j'étais, de qui je suis. Avec cette résolution, les deux hommes terminèrent leur boisson et quittèrent le café. Didier, tenant fermement la photographie de Georges Laurent, était prêt à affronter son passé, peu importe à quel point il pouvait être tumultueux ou douloureux. Le voyage pour démêler sa véritable identité et ce qui s'était réellement passé la nuit de sa disparition ne faisait que commencer. À mesure que les souvenirs de Didier devenaient plus clairs et plus vifs, la vérité sur son identité commençait à se consolider. Il était, en effet, Georges Laurent, un homme dont la vie avait été marquée autant par le succès que par la trahison. Avec chaque fragment de souvenir qui revenait, l'image d'une nuit en particulier devenait impossible à ignorer. Dans son petit appartement, Margot observait tandis que Didier, ou Georges, comme elle commençait lentement à le penser, luttait avec les torrents de sa mémoire récemment retrouvés. Il se promenait de long en large, murmurant des détails au fur et à mesure qu'ils lui revenaient en mémoire. C'était une fête et il commença, s'arrêtant pour regarder Margot. À une grande célébration chez moi, chez nous. J'étais heureux, tout se passait bien. Mais alors? Margot s'approcha, offrant son soutien. Que s'est-il passé, Georges? Il avala sa salive, la douleur de la trahison toujours aussi vive comme si c'était hier. Je les ai trouvés ensemble, Margot. Solène, ma femme, et Thierry, notre chauffeur. Ils m'ont trahi. Le choc de cette révélation fit que Margot porta les mains à sa bouche. Et oh, Georges, c'est terrible. Georges continua, chaque mot ravivant la colère et la douleur qu'il avait ressentie cette nuit-là. Et il y a eu une dispute. Thierry a fouillé. Et moi, je me souviens avoir été attaqué par derrière. Tout est devenu sombre après ça. Maintenant qu'il connaissait la vérité, le besoin de confronter son passé et de rechercher la justice consumait Georges. Il savait qu'il devait agir, mais d'une manière calculée et légale. Assis avec Margot, il commença à planifier ses prochaines étapes. « Je dois parler à la police », déclara Georges. « Et peut-être engager un avocat. J'ai besoin de preuves, de quelque chose qui m'aide à faire face à Solène et Thierry, pour m'assurer que la justice soit rendue. » Margot hocha la tête, tenant sa main. « Je serai avec toi à chaque étape. Tu n'es pas seul dans cette épreuve, Georges. » Dans les jours qui ont suivi, Georges s'est consacré à rassembler autant d'informations que possible sur l'incident. Il a contacté la police, expliquant sa situation et demandant l'accès aux anciens rapports de son prétendu décès et de sa disparition. Parallèlement, il a recherché un avocat de confiance, lui expliquant son histoire extraordinaire et cherchant des conseils sur la marche à suivre légalement. Chaque pas que Georges faisait dans le présent l'aidait à reconstruire le passé qui lui avait été volé. Avec Margot à ses côtés et un arsenal croissant de ressources légales et de soutien, il commençait à se sentir de plus en plus prêt à affronter Solène et Thierry, non seulement comme une victime, mais aussi comme un homme en quête de rédemption et de justice. La lutte serait difficile, mais Georges Laurent était prêt à revendiquer sa vie et son avenir. Le jour de la confrontation est arrivé. Georges, accompagné de Margot et armé des preuves qu'il avait méticuleusement rassemblées, attendait avec impatience le retour de Solène et Thierry de leurs vacances. Il avait coordonné avec la police locale pour intercepter le couple à l'aéroport, garantissant qu'il n'y aurait pas d'échappatoire. Pendant qu'ils attendaient dans le terminal, l'air était chargé de tension. Georges passait mentalement en revue chaque détail des documents dans son dossier. Rapports de police, photographies et témoignages de témoins corroborant sa présence sur les lieux et sa disparition ultérieure, tout compilé avec l'aide de son avocat. En voyant Solène et Thierry débarquer, inconscient de ce qui les attendait, Georges ressentit un mélange d'émotions.
De la colère et de la douleur pour la trahison, oui, mais aussi un étrange soulagement de pouvoir enfin affronter son passé. Les deux riaient, sans aucune préoccupation apparente, jusqu'à ce que leurs yeux tombent sur Georges. La reconnaissance a pris un instant pour se manifester sur leur visage. La surprise s'est rapidement transformée en choc, puis en peur, lorsqu'ils ont vu les policiers s'approcher. Thierry a tenté de reculer, mais a été rapidement maîtrisé. Solène, pâle comme un fantôme, fixait juste Georges, incapable de formuler une défense. Georges Laurent commença le détective en charge, s'approchant de Solène et Thierry avec des menottes. Elle est en vie et bien, contrairement à ce que tout le monde a été amené à croire. Les policiers ont procédé à l'arrestation de Solène et Thierry, leur lisant leurs droits tout en les menottant. Georges a tout observé avec un calme extérieur qui masquait la tourmente intérieure. Lorsque Solène est passée devant lui, leurs yeux se sont rencontrés, et il a vu la panique en elle. Il n'y a pas eu d'échange de mots, rien n'avait besoin d'être dit à ce moment-là. Avec Solène et Thierry en garde à vue, Georges et Margot se sont rendus au poste de police pour fournir un témoignage formel. Là-bas, il a tout détaillé, de la découverte de sa véritable identité aux preuves de sa trahison et à l'attaque qui a failli lui coûter la vie. Les témoignages ont été éprouvants, mais nécessaires. Les preuves présentées par Georges étaient solides, et avec le soutien de l'enquête policière, le dossier contre Solène et Thierry s'est renforcé. L'avocat de Georges était confiant que la justice serait rendue, et les accusations seraient sévères en raison de la nature préméditée de leurs actes. En sortant du commissariat, Georges sentit un poids se lever de ses épaules. Il y avait encore un long chemin juridique à parcourir, mais le premier pas crucial pour restaurer sa vie et son honneur avait été franchi. Aux côtés de Margot, qui tenait sa main fermement, Georges ressentit non seulement le réconfort de sa compagnie, mais aussi la promesse d'un nouveau départ. Avec la vérité révélée et la justice en marche, il pouvait enfin envisager l'avenir avec espoir. Après l'arrestation de Solène et Thierry, Georges se retrouva dans un moment de profonde réflexion sur les prochaines étapes de sa vie. Une des questions les plus pressantes était le sort du petit-fils de Solène, un garçon de 3 ans qui, jusqu'alors, était sous la garde temporaire de parents éloignés. Georges, malgré toutes les trahisons et les douleurs, ne pouvait ignorer l'innocence de l'enfant impliqué dans cette situation tumultueuse. Dans une décision qui l'a surpris lui-même, Georges a choisi de prendre la responsabilité du garçon. Il a rencontré des travailleurs sociaux et des avocats pour formaliser sa position en tant que tuteur. Et aucun enfant ne devrait souffrir à cause des erreurs des adultes, a déclaré Georges lors des réunions. Je veux m'assurer qu'il ait un avenir stable et heureux. Pendant ce temps, la nouvelle de sa survie et du drame qui s'était déroulé avait atteint ses parents, qui le croyaient mort depuis des années. Les retrouvailles étaient chargées d'émotions. Des larmes de joie et de soulagement ont été partagées lorsque Georges est entré dans la maison familiale, où chaque coin ravivait des souvenirs de son enfance et de sa jeunesse. « Mon fils » murmura sa mère, le serrant fort comme si elle ne voulait jamais le lâcher. « Nous pensions t'avoir perdu pour toujours. Et je suis là maintenant, maman. » « Et je ne vais nulle part » répondit Georges, sa voix tremblante d'émotion. Les jours qui ont suivi ont été une période d'ajustement pour Georges et sa famille. Il passait du temps à renouer avec ses parents, partageant les histoires de ses années perdues et reconstruisant les liens que la tragédie avait brisés. Ses parents, quant à eux, ont embrassé l'occasion de connaître et d'aimer leur petit-fils, offrant à l'enfant tout l'amour et la sécurité qu'il méritait. Georges a également investi du temps et des ressources dans sa nouvelle maison, s'assurant qu'elle soit un endroit accueillant pour le garçon à grandir. Des chambres ont été redécorées, des jouets achetés, et un environnement sûr a été méticuleusement créé, tout cela pour garantir que le garçon ressente à la fois la continuité et le début d'une nouvelle vie. De plus, Georges a cherché un soutien professionnel pour aider à la fois lui-même et le garçon à traiter les événements traumatisants et les grands changements dans leur vie. Des thérapeutes spécialisés dans le trauma et l'adaptation familiale ont été fondamentaux dans ce processus, les aidant à trouver un chemin sain vers l'avant. Ce nouveau départ, bien qu'il soit marqué par des défis et des ajustements, a également été un moment de guérison et d'espoir. À chaque jour qui passe, Georges se sentait plus confiant dans sa capacité à laisser le passé derrière lui et à construire un avenir plein de possibilités. Aux côtés de sa famille élargie, il regardait vers l'avenir non pas comme un vestige de ses tragédies passées, mais comme un témoignage de sa résilience et de son désir de rédemption. À mesure que la vie de Georges commençait à se stabiliser et qu'il s'adaptait à sa nouvelle réalité en tant que père et fils, une surprise émouvante est venue de Margot, la femme qui avait été à ses côtés lors des moments les plus difficiles de sa vie. Par un après-midi tranquille, alors qu'ils marchaient ensemble dans le jardin que Georges avait soigneusement cultivé pour ses enfants, Margot prit sa main, s'arrêta et le regarda dans les yeux avec une expression de joie mêlée de nervosité.
« Georges, j'ai quelque chose d'important à te dire », commença Margot, sa voix tremblant légèrement d'émotion. « Et je suis enceinte. Nous allons avoir une fille. » La nouvelle prit Georges par surprise. Pendant un moment, il ne fit que regarder Margot, laissant la réalité de ses mots s'installer. Puis, avec un sourire qui illuminait tout son visage, il la serra dans ses bras, submergé par le bonheur et la signification de cet instant. « C'est merveilleux, Margot. Je peux à peine le croire. Tu vas être une mère incroyable, dit-il, les mots peinant à exprimer la profondeur de ses sentiments. Dans les mois suivants, alors qu'ils préparaient l'arrivée du nouveau membre de la famille, Georges et Margot transformèrent l'une des chambres de la grande maison en nurserie. Ensemble, ils peignirent les murs d'une douce teinte de rose, montèrent un charmant berceau et décorèrent l'espace avec des peluches et des livres pour enfants, imaginant les souvenirs qu'ils créeraient là. En même temps, le petit garçon, maintenant solidement ancré dans son nouveau foyer, attendait avec impatience sa sœur. Georges tenait à l'impliquer dans tous les préparatifs, lui apprenant ce que cela signifiait d'être un bon grand frère. Enfin, le grand jour arriva. Margot donna naissance à une belle petite fille, en bonne santé et avec un cri fort qui remplit l'hôpital d'un son de nouvelle vie et d'espoir renouvelé. En tenant sa fille pour la première fois, Georges ressentit une vague de responsabilité et d'amour inconditionnel. Il murmura des promesses de protection et d'aventure futures tandis qu'elle agrippait son doigt avec une force surprenante. Avec la famille maintenant complète, Georges et Margot se sentaient bénis au-delà des mots. Ils passaient leur journée à s'occuper de leurs enfants, chaque moment simple ensemble étant une célébration de la vie qu'ils avaient tant lutté pour reconstruire. L'histoire de Georges et Margot, marquée par la trahison et la perte, mais aussi par l'amour et la rédemption, aboutissait maintenant à une vie domestique pleine de rires, de jeux et de berceuses. Ils regardaient vers l'avenir non seulement avec espoir, mais avec la certitude que, quels que soient les défis qu'ils affronteraient, ils les affronteraient ensemble, renforcés par les liens indestructibles d'amour qu'ils avaient formés. Ainsi, alors que le soleil se couchait et que la maison résonnait des rires des enfants qui jouaient, Georges et Margot échangeaient un regard serein, sachant qu'ils avaient trouvé, l'un en l'autre et dans leur famille, un foyer véritablement rempli d'amour et de joie.